Bonjour à toutes et à tous. Normalement, vous avez la vidéo, vous avez le son. Et ben, du coup, je vous souhaite la bienvenue pour ce quiz interactif autour de la facturation électronique. On a un créneau de 13h30 à 14h15, donc l'objectif c'est au travers de questions de tester un peu vos connaissances et aussi de vous apporter des réponses. Pour ce quiz, on va suivre Jean. Jean qui est artisan dans le bâtiment, qui est gérant d'une SARL et qui emploie 2 salariés à La Rochelle. Alors pourquoi La Rochelle? C'est parce que j'ai mes nouveaux bureaux là-bas et que je me plais dans cette région. Donc j'ai dit La Rochelle, mais bien sûr ça n'a aucune importance. Voilà. Et au travers de cas concrets dans la journée de Jean, on va alterner entre des questions et donc je vais vous montrer comment répondre à ces questions et puis des explications pour vous permettre d'appréhender cette réforme. Pour répondre au quiz, on a organisé ça sur l'application qui s'appelle wooclap.com. Donc vous pouvez vous rendre depuis votre ordinateur sur le site wooclap.com et là vous allez utiliser le code NZGOME pour vous connecter à ce webinaire. Donc vous verrez une deuxième fois le même écran qui va défiler et vous pourrez, quand il y aura des questions, répondre aux questions. Vous pouvez aussi vous connecter depuis le smartphone en scannant le QR code qui est affiché sur mon écran. Et donc là, depuis votre smartphone, vous allez activer l'application WooClap et donc vous permettre de vous connecter et de répondre aux questions. Pendant que vous faites cette petite manipulation, une présentation de l'opération. Donc je vous ai remis les données d'identification sur WooClap, comme ça vous les avez. Euh, une petite présentation de l'opération. Donc cette opération, elle s'inscrit dans la semaine des assises de la facturation électronique, qui est une semaine d'information dédiée à toutes les entreprises, qui est une semaine d'information à l'initiative des organismes de gestion agréés. Donc dans cette semaine d'information, il y a des événements nationaux. Ça, c'est un événement national. On a des gens qui le suivent d'un petit peu de partout. Et on a des événements locaux. Et pour ça, je vous invite à vous rapprocher de votre OGA, de votre organisme de gestion agréé, pour savoir ce qu'il vous propose et comment il peut vous accueillir pour vous donner de l'information sur la facturation électronique. Moi, je suis Sylvain Badina, je suis directeur produit chez maconta.fr. Nous sommes éditeurs de logiciels de gestion et nous sommes également plateforme agréée. Donc, vous allez, si vous ne le savez pas, découvrir ce qu'est une plateforme agréée. Bon. J'espère que tout le monde a pu se connecter comme il faut sur le quiz. Si jamais vous n'avez pas réussi à vous connecter, vous avez toujours l'élément WooClap et puis le code de l'opération qui va rester affiché ici. Si jamais vous n'avez pas pu vous connecter, vous aurez la partie visio avec les questions que je veux poser. Vous n'aurez pas la possibilité de répondre aux questions et donc ce sera un petit peu moins interactif pour vous, mais vous apprendrez quand même des choses sur cette réforme. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur la partie questions-réponses. Et je vous ai fait une première question en forme de test, donc qui n'a rien à voir avec la facturation électronique. Il y a une première question pour vous apprendre un tout petit peu et vous montrer comment fonctionne le site WooClap qu'on a retenu pour faire ce quiz. Voilà, donc vous avez un chrono qui défile en bas. La première question est quel temps fait-il chez vous? Et vous pouvez choisir le soleil radieux, quelques nuages, très couverts, de la pluie. Et vous avez jusqu'à la fin du chrono, que j'ai paramétré un peu en fonction des questions, pour pouvoir répondre. Et puis après, je vous affiche les réponses et je vous donne des explications. Voilà, donc il fait majoritairement plutôt quelques nuages. Il pleut chez personne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui n'a rien à voir, comme je le disais, avec la facturation électronique. Je vous propose du coup qu'on attaque maintenant directement dans le vif du sujet. Voilà, oui, j'ai oublié cette étape. Je vous ai mis sur un smartphone les 3 écrans, la possibilité de voir la question, la possibilité de choisir. Quand vous choisissez une réponse après, et parfois vous pouvez en choisir plusieurs, vous devez la valider. Et donc, quand votre réponse a été envoyée dans le temps du chrono, c'est qu'elle est prise en compte. Si vous cliquez pas sur valider et que vous n'avez pas réponse envoyée, elle ne sera pas prise en compte, ce qui n'est pas très grave en soi. L'objectif, c'est d'apprendre d'une façon ludique. Il n'y a pas de classement à la fin.
Voilà, une première partie sur les calendriers et les acteurs. Donc, on va commencer notre journée aux côtés de Jean. Et Jean, il commence sa journée après son petit déjeuner. Il prend son véhicule pour se rendre à son entreprise. Et il écoute la radio. Dans une matinale, il entend parler de la réforme de la facturation électronique. Quand est-ce qu'elle rentre en vigueur, cette réforme? Au 1er septembre 2026, réception obligatoire pour tous et émission selon la taille. Au 1er septembre 2026, émission obligatoire pour tous, réception plus tard. Septembre 2027, réception pour tous, ou ça dépend de mon secteur d'activité. Donc on est au 1er septembre 2026, effectivement, en réception obligatoire pour tous, quelle que soit la taille de votre entreprise, à partir du moment, et on définira peu précisément qui sont concernés, mais considérez que à partir du moment où vous êtes chef d'entreprise, vous êtes concerné, quelle que soit la taille de votre entreprise, de 0 salarié à je ne sais pas combien de milliers et de milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes tous en réception obligatoire au 1er septembre 2026. Donc on avait trois quarts de bonnes réponses. L'émission dépend de la taille de l'entreprise. Jusqu'en dessous de 250 salariés, on sera sur une émission. Alors il y a d'autres critères, mais 250 salariés, ça permet de savoir que nous tous autour de la table, on est plutôt dans la deuxième catégorie, la catégorie des petites entreprises et moyennes entreprises. Donc en dessous de 250 salariés, l'émission ce sera 1er septembre 2027. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, ce sera 1er septembre 2026 également. Donc, petites entreprises, on va recevoir les factures des grands groupes au 1er septembre 2026 de manière électronique. Quelles sont les caractéristiques d'une plateforme agréée? C'est un acteur public, il présente un haut niveau de sécurité et de disponibilité, c'est un logiciel de facturation, c'est un service d'émission et de réception des factures. Peut y avoir sur cette question plusieurs bonnes réponses. Il y a plusieurs bonnes réponses. Donc, vous pouvez cocher plusieurs cases et valider votre réponse après. Donc, ce n'est pas un acteur public, une plateforme agréée, c'est un acteur privé. C'est effectivement un acteur qui a été agréé par l'État et dans les critères d'agrément, il y avait un haut niveau de sécurité et de disponibilité. Donc, ce sont des plateformes qui sont hébergées au minimum en Union européenne, pour beaucoup en France. Ce sont des plateformes qui sont disponibles avec des taux de disponibilité importants. Elles ont passé des normes et des normes de sécurité euh, ISO 27001, donc de process interne, et elles utilisent des environnements qu'on appelle Secnum Cloud qui garantissent la sécurité. Ce n'est pas un logiciel de facturation, c'est bien un logiciel qui sert à émettre et recevoir des factures, même si il va vous permettre de recopier une facture comme vous le faites par exemple aujourd'hui dans Chorus Pro, mais son objectif n'est pas d'émettre, de fabriquer la facture. C'est vraiment de la transmettre. Donc c'est la service postal, on va dire. Qu'est-ce que c'est qu'une solution compatible? Est-ce que pareil, c'est un acteur public? Est-ce que c'est cette fois un logiciel de caisse ou de facturation prêt pour la réforme? Est-ce que c'est un autre nom des plateformes agréées? Ou est-ce que c'est un coffre-fort en ligne? Donc cette fois, la solution compatible, c'est bien un logiciel de caisse ou de facturation qui a fait les développements pour être prêt pour la réforme. Donc ce n'est toujours pas un acteur public, hein, c'est bien un acteur privé. Prêt pour la réforme, ça veut dire qu'il va mettre des factures dans le bon format, qu'il va être capable de se connecter à une plateforme agréée de manière automatique, de façon à ce que vous puissiez envoyer et ou recevoir vos factures. Donc ce n'est pas un autre nom des plateformes agréées, même si certaines plateformes agréées
certains éditeurs sont à la fois plateforme agréée et à la fois solutions compatibles. Il y a à peu près 120-130 plateformes agréées, il y a plus de 1000 éditeurs de logiciels de facturation, plus tous ceux qui sont un petit peu faits maison. Bah, tous ces éditeurs peuvent choisir des plateformes agréées pour transmettre ces factures. Et ce n'est pas non plus un coffre-fort en ligne euh, sur cette partie-là. Donc on avait 80% de bonnes réponses, bravo. Quelles sont les missions et les caractéristiques de l'annuaire central? Est-ce que cette fois c'est un acteur public? Est-ce qu'il permet d'enregistrer les adresses de facturation électronique? Est-ce qu'il transmet des données à l'administration fiscale? Ou est-ce que c'est un annuaire pour enregistrer des numéros de téléphone des entreprises? Donc on a effectivement, c'est un acteur public. Enfin, un acteur public, c'est effectivement lui qui enregistre les adresses de facturation électronique. Pour pouvoir recevoir vos factures à partir du 1er septembre 2026, vous allez vous inscrire dans une plateforme agréée qui va vous enregistrer dans cet annuaire central. Il y en a un seul pour toute la France. Il regroupe toutes les entreprises concernées par la réforme de la facturation électronique. Votre adresse va majoritairement et principalement être constituée de votre numéro sirène et c'est à partir de cette information qu'on va pouvoir vous adresser vos factures. Donc votre fournisseur va vous demander votre numéro sirène et va demander à l'annuaire central ou à envoyer cette facture à partir du numéro sirène, même s'il y a des cas où on aura des adresses un peu plus compliquées pour nous. TPE, PME, ce sera essentiellement ça. Lui ne transmet pas de données à l'administration fiscale, c'est pas son rôle, et il n'enregistre pas les numéros de téléphone des entreprises, il remplace pas soit le bottin, soit les pages blanches, soit les pages jaunes, ce n'est pas son objectif. Un dernier acteur, le portail public de facturation. Est-ce que c'est un acteur public? Presque la réponse est dans son nom. Est-ce que c'est une plateforme agréée gratuite pour toutes les entreprises? Est-ce que c'est la plateforme agréée des entités publiques? Et est-ce qu'il transmet à l'administration fiscale les données de facturation des entreprises? Pas laisser beaucoup de temps pour répondre à celle-là. C'est bien un acteur public. Ça, c'est bon à 88%. Ce n'est pas la plateforme agréée gratuite pour toutes les entreprises. Ça devait l'être. Donc, si vous avez répondu ça, c'est que vous l'avez peut-être entendu, mais fin 2024, ça a été abandonné. C'est bien celui qui jouera le rôle de plateforme agréée pour les entités publiques. Donc, c'est l'équivalent de Chorus Pro. En fait, c'est une émanation de Chorus Pro. Donc, vos factures aux entités publiques seront transmises à ce PPF et après, l'entité publique l'aura. Et effectivement, il a en charge le rôle de transmettre à l'administration fiscale les données des factures que vous allez émettre, de façon à donner de l'information et de la visibilité à l'administration fiscale et donner des éléments de contrôle à l'administration fiscale aussi. Au plus tard, au 1er septembre 2026, je dois choisir une PA, une plateforme agréée pour recevoir des factures. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ou est-ce que c'est faux? 100% de bonnes réponses, bravo. Donc c'est effectivement vrai, au plus tard au 1er septembre 2026, quand on est concerné par la réforme, on doit choisir une plateforme agréée pour recevoir vos factures. Si vous ne le faites pas, vous avez une sanction financière qui est une amende de 500 euros, qui peut, si jamais vous persistez à ne pas le faire, être renouvelée et portée à 1000 euros, et vous pouvez l'avoir une fois par trimestre. Donc voilà, il faut bien le faire à partir du 1er septembre 2026, il vous reste quelques mois pour le faire. Ah bah c'est bien, j'ai donné la réponse à la deuxième question. Quels sont les risques en cas de non-désignation d'une PA? Bah, il n'y a pas qu'une seule réponse. Donc il y a bien l'amende initiale de 500 euros. Est-ce que vous risquez de ne pas recevoir vos factures? Est-ce que vous avez un risque d'absence de livraison? Est-ce que vous avez un risque de perte de temps et de charges administratives plus lourdes? Alors moi j'ai mis effectivement tout en vrai. L'amende initiale de 500 euros, je vous l'avais dit. Non-réception de la facture, c'est vrai que si jamais vous n'avez pas de PA, eh ben, vous n'aurez pas de facture.
Si vous avez pas de facture, vous allez pas la payer, donc votre livraison, bah, éventuellement, elle ne va pas être, faite. Donc vous avez un risque d'absence de livraison, même si on pourrait, en discuter, mais bon, normalement, on a réellement ce risque-là. Et perte de temps, charges administratives plus lourdes, oui, au départ, on peut penser que la désignation d'une plateforme agréée, ça va nous prendre du temps, ça va changer nos modes de gestion, donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais si vous ne recevez pas la facture, vous allez appeler votre fournisseur, vous allez lui courir après, il va vous dire, ben, t'avais qu'à prendre une plateforme agréée, donc au final, c'est bien vous qui allez perdre du temps. Donc vous avez, un, pas le choix, mais deux, tout intérêt à bien désigner votre plateforme agréée avant le 1er septembre 2026. Voilà, donc le calendrier de la réforme, hein, 1er septembre 2026, émission obligatoire pour les grandes entreprises et les ETI de 150 personnes. Vous l'avez compris, réception pour tous, les entreprises assujetties à la TVA, et on va en parler. 1er septembre 2027, émission pour tous, donc vous avez un an de plus pour vous préparer à l'émission. Donc sur la réception des factures, après un café avec ses équipes, Jean, il attaque sa journée en traitant ses factures fournisseurs. Aujourd'hui, il en a une dans un mail, l'autre dans un espace sur Internet, la troisième par courrier, la quatrième au fond d'un paquet de livraison de ce qu'il a reçu. Enfin, vous savez ça mieux que moi, la cinquième, c'est il l'a perdu. Demain, comment cela va-t-il se passer? Je recevrai à partir du 1er septembre 2026 ma facture par PDF dans un mail de la part des grandes entreprises. Oui ou non? Donc effectivement, vous ne recevrez plus de la part des grandes entreprises votre facture, PDF, dans un mail. Vous la recevrez dans votre plateforme agréée qui, vous notifiera certainement que vous avez une facture à aller consulter. Ça pourrait être une notification par mail. Vous pourrez vous y connecter également et vous aurez certainement un petit tableau de bord qui vous dira le nombre de factures que vous devez traiter, mais vous n'aurez plus les factures PDF, par mail de la part des grandes entreprises. Elles n'auront pas de valeur. À partir du moment où on est obligé de les émettre, on est obligé de les émettre à un professionnel par, la plateforme agréée. Comment est-ce que vous allez recevoir vos entreprises? Est-ce que ce sera un mail? Est-ce que ce sera l'espace sécurisé du fournisseur? Est-ce que ce sera un courrier? Est-ce que ce sera la plateforme agréée de réception? Donc c'est bien, ça va tout le monde avait bien compris, donc effectivement vos factures, vous les recevrez maintenant, de fournisseur professionnel à fournisseur professionnel dans les plateformes agréées et en septembre, donc dès septembre 2026 et en septembre 2027, vous les émettrez aussi à vos clients, au travers de votre plateforme agréée. Qu'est-ce que vous avez comme format autorisé pour une facture électronique? Est-ce que dans le cadre de la réforme, est-ce que le XLSX est autorisé? Est-ce que le FactureX est autorisé? Le format UBL, le format PDF ou le format C2I? Alors, ce sont tous des formats qui existent, hein. Il n'y a pas de format farfelu. Il y en a qui sont autorisés, d'autres qui ne le sont pas. Donc le format XLSX, c'est un classeur Excel, c'est l'extension du classeur Excel, donc ce n'est pas un format autorisé pour une facture électronique. Le FactureX est bien un des formats autorisés. Les deux formats UBL et C2I sont aussi des formats autorisés, donc on a trois formats qui sont autorisés. Le PDF tout seul n'est pas un des formats autorisés. Donc sur les deux formats UBL et C2I, ce sont des formats de fichiers codés avec des balises à l'intérieur qui ne sont pas lisibles à l'œil nu, ou en tout cas qui ne sont pas déchiffrables comme ça à l'œil nu. Le format FactureX, c'est un mix d'un format lisible, donc un fichier PDF, mais qui contient aussi du code. Le code de ce FactureX, de l'UBL et de C2I étant fait pour être lu par les ordinateurs et faciliter le traitement des factures en émission et en réception. Donc trois formats autorisés, votre logiciel et votre plateforme agréée sont
les plateformes agréées doivent traiter les trois et votre logiciel de facturation conforme, la solution compatible, va en choisir un ou plusieurs, mais à minimum un. Et le Facturix, qui est un lisible avec du code, sera certainement le plus utilisé pour les TPE et PME. Pour les factures reçues dans votre plateforme agréée, est-ce que vous devrez gérer le suivi de la facture, votre approbation, votre désaccord, par lettre recommandée avec accusé de réception via la plateforme agréée ou par mail? Qu'effectivement, vous devrez bien suivre le statut de votre facture au travers de la plateforme agréée. Et on va voir quelques exemples de statuts. Donc ça change la façon dont vous aviez un petit peu l'habitude de matérialiser votre suivi. Aujourd'hui, ce sera dans votre plateforme agréée que vous donnerez différents statuts à votre facture et ce qu'on appelle un workflow de validation de façon à suivre le traitement de votre facture. Et ces éléments-là seront échangés entre l'acheteur et le vendeur au travers des deux plateformes agréées, celle de l'acheteur et celle du vendeur. Du coup, vous n'êtes pas d'accord sur une des factures reçues, il vous manque la remise commerciale. Vous l'indiquez à votre fournisseur par un statut qu'on appelle rejeté, refusé ou en litige. Et donc, c'est bien un statut en litige que vous avez choisi à deux tiers presque. Le statut rejeté, c'est un statut technique des plateformes agréées. Vous, en tant qu'acheteur, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas rejeter une facture. Ce statut technique rejeté, c'est une non-conformité technique de la facture. Donc, la plateforme agréée reçoit un fichier PDF sans la partie code, eh ben, elle rejette la facture et la facture est réputée n'avoir jamais existé. Le statut refusé, il est à la main de l'acheteur. On est sur un refus fort. Vous êtes en train de dire je ne connais pas ce fournisseur, je n'ai plus de lien contractuel avec ce fournisseur, et donc vous refusez sa facture. Si vous allez au tribunal parce que le fournisseur vous dit bah si tu devais me payer cette facture, quand vous avez mis un statut refusé, vous êtes normalement à 99,9% sûr de gagner. Si vous êtes en désaccord avec la facture, là, il vous manque la remise commerciale. Donc, vous êtes d'accord sur le fait de travailler avec le fournisseur, vous n'êtes pas d'accord sur le montant qu'il vous a facturé. Vous allez cette fois mettre un statut en litige, et ce statut en litige, vous allez rentrer en négociation commerciale entre l'acheteur et le vendeur, de façon à résoudre le litige, obtenir un avoir ou accepter finalement la facture. Et c'est ce statut en litige avec des informations sur le pourquoi on n'est pas content. Donc là, il manquait la remise commerciale. Je le mets à la facture en litige, je dis manque la remise commerciale. Et puis bah, après, on repasse dans un traitement normal de litige par téléphone, par mail, avec ce qu'on a l'habitude de voir. Certaines PA permettront aussi de traiter les litiges directement dans une messagerie entre les deux. Mais c'est pas obligatoire pour les PA. Donc voilà le schéma global de facturation qu'on vous a déjà présenté si vous avez l'habitude de nous suivre. La facture, elle part du vendeur à partir de son logiciel, elle passe par sa plateforme agréée dans un des trois formats autorisés pour arriver sur la plateforme agréée de l'acheteur et dans le logiciel de gestion de l'acheteur. En même temps, copie synthétique à l'administration fiscale pour obtenir l'ensemble des informations au vu de contrôle et au vu de connaissance de l'activité économique. Les acheteurs et vendeurs s'échangent le cycle de vie, donc les statuts qu'on a évoqués jusqu'avant, au travers de leur plateforme agréée, euh, chacun la leur. Qui est concerné? Donc Jean se demande qui est dans la réforme et qui ne l'est pas. Dans son agenda, un programme du jour, il a une réunion de chantier avec tous les corps de métier, un restaurant avec un client, une séance de kiné et un entraînement avec son équipe de sport. Un de ses collègues est micro-entrepreneur en franchise en base de TVA. Il inscrit dispense de TVA selon l'article 293b du CGI sur ses factures. Est-ce qu'il est concerné par la réforme? Oui ou non? Oui, tous les gens qui sont assujettis à TVA et les gens qui sont en franchise en base sont assujettis à la TVA. Ils sont dispensés de la TVA parce que
en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, 37 500 € pour les prestations de services, 85 000 € pour les ventes. Ils sont en dessous de ce seuil de chiffre d'affaires, donc ils sont dispensés de TVA et ils le mettent tel quel sur leur facture, article 293b. Pour autant, ils sont concernés par la réforme, ils doivent bien choisir une plateforme agréée pour recevoir les factures en septembre 2026. Ils devront même les émettre en septembre 2027 via la plateforme agréée. Son kiné, lui, c'est une profession exonérée de TVA parce qu'il fait des soins à la personne. Quelles sont ses obligations en matière de facturation électronique? Aucune. Réception en septembre 2026, aucune obligation en émission. Réception en septembre 2026, émission en septembre 2027, donc comme toutes les petites entreprises. La particularité, c'est qu'il est exonéré de TVA. Donc à 2 tiers, vous avez répondu réception en septembre 2026 et aucune obligation en émission, vous avez raison. Les professions qui sont exonérées de TVA, donc on met dedans toutes les professions médicales et paramédicales quand elles font des soins à la personne. Si elles font de la chirurgie esthétique, ça peut être différent, parce que la chirurgie esthétique, il y a deux éléments. Il y a la réparatrice, on considère que c'est du soin, mais celle qui est faite, je ne sais pas si c'est à titre de confort, ce n'est pas du soin. Donc, quand on est en soin à la personne, on est exonéré de TVA. Quand on est exonéré de TVA, on n'a pas d'obligation en matière d'émission. Par contre, on a bien l'obligation en matière de réception. Donc, la réponse aucune n'était pas bonne, non plus. Exonéré de TVA, on a tout ce qui est médical, paramédical. On a aussi des gens qui travaillent, les assureurs, donc les agents généraux d'assurance, les courtiers en assurance. On a des gens qui font de la formation, de l'enseignement. Voilà, on a un certain nombre de professions comme ça qui sont exonérées de TVA. Et à ce titre, elles sont concernées en réception, mais pas en émission. Les restaurateurs ne sont pas concernés par la réforme en émission. Ce serait trop compliqué à gérer au moment de l'addition. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc c'est effectivement faux comme affirmation. Le trop compliqué n'est pas quelque chose qu'on a vraiment pris en compte. On trouve des solutions à chaque problème rencontré. Pour les restaurateurs, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas concernés par la réforme en émission. L'objectif, c'est de connaître l'activité économique du pays et d'avoir des éléments de contrôle aussi de ce côté-là. Donc, les restaurateurs sont bien concernés en émission. On aura un système, et puis on en parle juste après, pour gérer les notes de frais qui sera peut-être et les tickets de restaurant qui sera peut-être un tout petit peu particulier, mais pas de, pas d'exonération de la réforme pour les restaurateurs. Quelles sont les conditions pour qu'une association ne soit pas concernée par la réforme? Être à but non lucratif, avoir une gestion désintéressée, avoir une activité non lucrative prépondérante. Et si jamais on a quand même des activités lucratives, elles sont inférieures à 80 011 €. Pareil, là, vous avez plusieurs choix à faire en même temps. Toutes ces conditions sont cumulatives pour qu'une association ne soit pas concernée par la réforme. Donc il faut bien sûr être défini à but non lucratif. Donc ça, c'est dans ses statuts. On est une association à but non lucratif. Et il faut qu'on soit réellement dans la, j'allais dire, réalité. Donc il faut qu'on ait une gestion désintéressée, pas de partage de bénéfices ou de résultats entre les membres de l'association. Si jamais il y a des dirigeants qui sont rémunérés, c'est des rémunérations qui sont euh, normales. Des activités non lucratives prépondérantes. Il faut qu'on soit réellement dans une activité non lucrative. Et donc, si jamais on a quand même un petit peu d'activité lucrative
accessoires, les non lucratives étant prépondérantes, il faut qu'elles soient inférieures à 80 011 €. Donc on peut être un club de foot ou d'autres sports d'ailleurs, sous forme associative, plus pour les enfants et avoir une petite buvette. Bah, du coup, on est plutôt sur une activité non lucrative prépondérante. L'idée, c'est de faire des cours et des entraînements pour les enfants, mais on a une petite recette de buvette. Si elle est inférieure au seuil, on est quand même non assujetti à la TVA et donc non concerné par la réforme. Si on cumule ces quatre éléments-là dans une association, on n'est ni concerné en émission, ni concerné en réception. Si on a une de ces conditions qui manque, eh ben on est concerné dans l'association en réception et éventuellement en émission. En général, quand il manque une de ces conditions, on paye déjà des impôts. Donc on le sait aussi avec ce critère-là. Voilà, donc je vous ai fait la petite synthèse de ce qu'on vient de voir, hein, avec la définition de l'assujetti à TVA, donc qui est une personne qui effectue de manière indépendante des opérations économiques. Quand on fait des opérations économiques, c'est qu'on cherche à en tirer un profit, donc on achète et on revend, ou on travaille et on facture. Donc voilà, des opérations économiques, quelle que soit la nature de l'activité, commerciale, industrielle, agricole, libérale ou civile, et de façon habituelle et répétée. Répétée, ça vient très vite, hein, c'est deux en fiscalité. Quand je dis que quand on fait une opération économique, c'est pour en tirer un profit, c'est pas parce que vous êtes en déficit que ne seriez pas concerné. Et je vous ai fait le petite synthèse du tableau. Vous voyez qu'en réception, tout le monde est concerné, sauf les associations non lucratives, statuts et activités, et ne sont pas concernés en réception les salariés, les particuliers et les entreprises étrangères, puisqu'on ne peut pas leur imposer quelque chose, nous, la France, donc ils ne sont pas concernés. Quand vous travaillez avec un étranger, quel que soit le sens, achat ou vente, vous ne passerez pas par la facturation électronique. Et pour la partie émission, le critère, c'est de redevable de la TVA, et on est redevable de la TVA quand on n'en est pas exonéré. Donc redevable et en franchise, on est concerné. Et ça dépend donc sur les activités, toute la partie location. Vous avez des activités de location qui sont exonérées de TVA, d'autres qui sont soumises à TVA. Si vous êtes dans une activité de location immobilière soumise à TVA, ben vous serez concerné en émission aussi. Alors, je vous ai refait un petit focus profession médicale et paramédicale, mais c'est ce que je vous ai dit juste avant. Vous avez une exonération de TVA, obligation de réception dès septembre 2026, obligation de choisir une PA pour être inscrit dans l'annuaire, pas d'obligation d'émission au titre de vos activités de soins. Attention toutefois aux activités accessoires qui bénéficient, elles, de la franchise en base de TVA et que du coup vous devriez déclarer en émission à partir de septembre 2027 sur cette partie-là. Donc voilà, le petit focus profession médicale, paramédicale, et ça, et réception, émission, vous l'appliquez aussi à toutes les professions exonérées de TVA. Facture ou ticket de caisse. Dans sa journée, Jean va croiser plusieurs situations dans lesquelles il doit demander un justificatif pour sa comptabilité. On devra toujours avoir les mêmes justificatifs, hein. Les règles n'ont pas évolué de ce côté-là avec la réforme de la facturation électronique. Au restaurant, quel justificatif pour un repas professionnel? Pas besoin de justificatif, c'est petit. Un ticket suffit toujours, jamais besoin de facture. Un ticket ou une facture selon les besoins et le montant. Ou obligatoirement une facture électronique. Un ticket ou une facture selon les besoins et le montant. Effectivement, au restaurant, on a une tolérance. Alors, les restaurateurs sont obligés d'émettre une facture à partir de 150 € hors taxe sur une note. Donc ça se transforme obligatoirement en facture, même si ils le font pas tout le temps. Si et vous, en tant qu'acheteur, le ticket qui permet aujourd'hui de déduire et de récupérer la TVA et de déduire la charge sera toujours accepté. Vous pourrez aussi demander une facture, donc ça va dépendre de votre organisation. Pour demander une facture, comme je vous le disais, ben, on va pas forcément le faire au moment de l'addition, parce que sinon, il va falloir donner votre numéro sirène que vous connaissez peut-être pas forcément. Donc il y aura certainement un système développé par les éditeurs de logiciels de caisse où avec un QR code, vous irez demander après coup la facture au restaurateur. Donc la facture en électronique n'est pas obligatoire.
sauf pour les notes qui dépasseraient 150 € hors taxe. Pas besoin de justificatif, c'est petit, c'est bien, vous avez personne n'a coché, vous avez toujours besoin d'un justificatif pour votre comptabilité. Aujourd'hui, vous mettez au verso de votre ticket de restaurant le nom des personnes qui ont mangé. Ben demain, vous devrez documenter le nom des personnes qui ont mangé, peut-être directement dans votre plateforme agréée avec un commentaire, peut-être à côté, parce que cette obligation de savoir qui était au repas perdure. Paul est salarié de Jean, il achète une pièce dans un magasin de bricolage pour finir son chantier, il y en a pour 10 euros. Quel justificatif doit-il demander? Aucun. Paul, il en fait cadeau à l'entreprise. Un ticket de caisse pour sa note de frais, il va payer, il veut se faire rembourser. Une facture au nom de l'entreprise, une facture et ou un ticket selon votre organisation. Donc une facture et ou un ticket, effectivement. La facture, c'est vous en tant qu'elle est déterminée, votre organisation. Là, j'ai pris volontairement un montant très faible de 10 euros. Donc la facture, bah, si vous avez juste un ticket, on va pas venir vous embêter pour pouvoir déduire et récupérer la TVA. C'est pas ce qu'on cherche dans la réforme. Donc vous pouvez demander une facture et ou un ticket. Euh, Moi, j'ai tendance à dire que, en tant que chef d'entreprise, je préfère la facture si c'est un paiement qui passe sur mon compte bancaire professionnel parce que je l'ai payé avec la CB de l'entreprise, et plutôt un ticket si ça rentre dans une note de frais. Mais chacun sera libre de demander un petit peu ce qu'il veut. Et effectivement, un salarié, on lui demande rarement de faire un cadeau à l'entreprise, donc on lui demande de ramener un justificatif pour pouvoir le rembourser. Stations de carburant avec un paiement automatique ne sont pas concernées par l'envoi d'une facture électronique au nom de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc c'est effectivement faux, il n'y a pas de raison que les stations de carburant ne soient pas concernées. Et à la même chose un petit peu qu'un certain nombre de caisses, bah, vous repartirez avec votre ticket en espérant qu'il existe. Et vous aurez la possibilité de transformer cet élément-là en facture que vous recevrez dans votre plateforme agréée avec l'indication, certainement via un QR code, de votre numéro sirène pour pouvoir transformer le ticket en facture. Et même chose, si vous le faites pas, bah, ce n'est pas, on viendra pas vous embêter dessus, en tout cas dans un premier temps de la mise en place de la réforme. Voilà, donc facture versus ticket de caisse. La facture, la différence avec le ticket de caisse, c'est que le nom du client, il est mentionné par le vendeur, donc votre nom est écrit par le vendeur, alors que le ticket de caisse, il n'est pas nominatif. Donc ça fait partie des conditions de forme qu'on exige à partir d'un certain montant. La facture, elle est transmise en e-invoicing, donc via l'EPA du vendeur à l'acheteur, et donc elle nécessite le sirène de l'acheteur. Elle pourrait comporter la mention déjà payé si vous l'avez déjà payé. Si c'est payé par un collaborateur, il est prévu que le collaborateur puisse dire c'est moi qui ai payé tel numéro de matricule, et donc ça arriverait avec cette mention chez vous aussi. Le ticket de caisse, cette fois, il est transmis du vendeur à l'administration fiscale uniquement. Vous n'avez pas de transmission à l'acheteur. Donc, on a la tolérance de déduction de la TVA pour jusqu'à 150 € hors taxe. Et on pourra toujours demander a posteriori une facture avec la mention TVA déjà déclarée pour l'administration fiscale, puisqu'on l'a déjà transmis le vendeur à l'administration fiscale. S'il refait une facture, pour pas que son chiffre d'affaires soit comptabilisé deux fois, il indiquera que cette facture a déjà donné lieu à une première déclaration. L'émission des factures maintenant, fin de journée, et Jean, il va faire ses factures. Il en a trois à faire, un professionnel en France, un professionnel à l'étranger et un particulier en France. Il a également reçu un encaissement d'un particulier en France. Quelles sont ses nouvelles obligations? Donc une entreprise qui ne travaille qu'avec des particuliers n'a aucune obligation nouvelle en matière de facturation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc c'est faux, vous avez bien sûr des obligations nouvelles en matière de facturation.
qui n'arriveront qu'en septembre 2027, c'est la transmission de vos données synthétiques, de vos données agrégées de vente pour que l'administration fiscale ait connaissance de votre chiffre d'affaires. Pour une facture faite à un professionnel en France, quelles sont les affirmations exactes? Envoi obligatoire via une plateforme agréée, envoi possible par mail, format accepté UBL, format accepté PDF ou format accepté FactureX. Pareil, plusieurs réponses possibles. 3 pour être précis. Donc obligatoire par une PA, très bien. Moi, je vois que vous avez bien compris le système, même si c'est bien de le rappeler. Donc pas d'envoi possible par mail, ça n'aura pas la bonne valeur. Donc si vous ne le faites pas par PA, votre facture n'a pas la bonne valeur. Et rapidement par mail, on les traitera plus et pas de facture au PDF. Pour une facture faite à un particulier, quelles sont les affirmations exactes? Transmission obligatoire de la facture au client via une PA, envoi possible par mail, facture acceptée au format UBL, au format PDF ou au format FactureX. Envoi possible par mail. Par une PA, vous n'arriverez pas à l'envoyer au client puisque votre client particulier il n'a pas de PA. Donc vous ne pourrez pas l'envoyer. Donc c'est un envoi possible par mail, mais ça peut être un envoi par courrier ou par, dans un coffre-fort sécurisé. Facture au format UBL, c'est pas la peine de l'envoyer, le particulier pourra pas la lire, donc il faudra l'envoyer soit au PDF. Vous pourrez aussi utiliser un format FactureX, puisque le format FactureX a la version PDF, donc qui peut le plus peut aussi le moins, et donc votre client particulier pourra lire sa facture au format FactureX, puisque c'est un PDF comme celui du dessus. Pour une facture faite à un professionnel à l'étranger, quelles sont les informations exactes? Interdiction d'utiliser une PA, envoi possible par mail, liberté sur le choix du format de la facture. Du coup, vous pouvez effectivement envoyer votre facture par mail. Il n'est pas interdit d'utiliser une PA. Il y a un réseau international d'échange de factures électroniques qui est déjà utilisé par des grands groupes qui s'appelle PayPal. Et si votre client à l'étranger est membre du réseau PayPal et que vous êtes vous-même au travers de votre PA membre du réseau PayPal, vous pourrez lui transmettre votre facture avec la PA. Mais c'est pas une obligation, donc c'est pas une interdiction, c'est pas une obligation. Et vous avez effectivement la liberté sur le choix du format de la facture, sauf si vous voulez le transmettre au travers d'une PA, auquel cas il faudra respecter les factures de la PA. Mais vous avez la liberté sur le choix du format de la facture. Vous avez bien sûr toutes les contraintes des données contenues dans la facture, puisque quel que soit le format, les données, elles, sont imposées. Jean a encaissé une facture, il doit indiquer cet élément dans sa plateforme agréée pour informer l'administration fiscale. Oui, car il est en TVA sur les encaissements, ou non. Donc effectivement, il devra, car il est en TVA sur les encaissements, informer l'administration fiscale au travers de sa PA. Et c'est cet élément-là qui permettra à l'administration fiscale de contrôler la bonne déclaration de la TVA par Jean et puis la bonne déduction de la TVA par l'acheteur de Jean, par le client de Jean, dans sa déclaration. Sur le volet facturation, quels sont les risques en cas de non-conformité avec la réforme? Donc une amende de 50 € par facture non transmise, une amende de 500 € par flux de e-reporting non réalisé, un impact sur la trésorerie, une augmentation du risque de contrôle fiscal.
Donc l'amende de 50 euros, oui, je vous rassure, plafonnée à 15 000 euros par an. Ça fait quand même une petite somme. L'amende de 500 euros par flux de e-reporting non réalisé, pareil, est plafonnée à 500 euros. Un impact sur la trésorerie, oui, puisque votre client n'aura pas reçu la facture et donc ben, il va vous demander de la renvoyer et donc vous allez reprendre quelques jours de délai. Une augmentation du risque de contrôle fiscal, j'ai pas coché oui, parce que c'est pas dit comme ça et c'est pas l'objectif de la réforme, mais il est certain que l'administration fiscale utilise les données qu'elle a pour planifier ses contrôles et il n'est pas exclu à terme que ça puisse augmenter le risque de contrôle fiscal. Dans un premier temps, je ne pense pas, mais après là, c'est peut-être un petit peu subjectif comme position. Donc voilà, les trois types de flux, on les a vus. Le e-invoicing pour envoyer des factures entre professionnels, le e-reporting de transaction, donc de vente, c'est la déclaration de votre chiffre d'affaires à l'administration fiscale quand on travaille avec les particuliers ou avec un professionnel étranger. Et le e-reporting de paiement, c'est la fameuse déclaration des montants encaissés à l'administration fiscale quand on est en TVA sur les encaissements. On va laisser Jean finir sa journée et vous reprendre la vôtre. Donc, comme vous l'avez compris, vous êtes concerné par cette réforme et dès septembre 2026. J'ai eu un dernier élément très rapide à vous parler, parce qu'on a atteint les 14h15. C'était les objectifs de cette réforme. Selon vous, quels sont les objectifs de la réforme? Pareil, vous pouvez mettre plusieurs réponses possibles. Pré-remplir les déclarations de TVA, se conformer à une obligation européenne, lutter contre la fraude à la TVA, connaître l'activité économique du pays en temps réel, réduire les délais de paiement et alléger la charge administrative des sociétés. Plusieurs réponses possibles sur cette question. Donc effectivement, toutes les réponses étaient bonnes. Je vais peut-être le mettre plutôt comme ça. C'est plus lisible comme ça. Donc lutter contre la fraude à la TVA, vous avez bien compris, c'est un des objectifs principaux. Remplir les déclarations de TVA, c'est un des objectifs à terme à partir de 2028 affichés par l'administration fiscale. Donc ce sera une pré-remplissage et vous devrez continuer à faire et valider votre déclaration, un peu comme votre déclaration d'impôt sur le revenu. C'est une obligation européenne, VIDA 2028 à échéance 2030, donc on n'a pas le choix non plus. L'activité économique en temps réel, oui, pour pouvoir prendre des bonnes décisions quand il y a des crises. On a entendu parler du gasoil pour les pêcheurs, du gasoil pour les transporteurs, de telle partie sur les agriculteurs et il y a quelques années du Covid. Ben, tout ça, ça permettra de mieux connaître l'activité et de prendre les meilleures décisions. Réduire les délais de paiement et alléger la charge de l'administrative, on l'espère. Les pays qui l'ont déjà mis en place, et notamment l'Italie, l'a mis en place en 2019, ont constaté des effets bénéfiques sur ces éléments-là. Donc c'est aussi une façon de motiver tout le monde pour le faire. Voilà pour cette petite présentation sous forme de quiz. J'espère que le principe et la forme vous a plu. Merci de votre attention. Je vous ai pris 4 minutes de plus que ce qui était prévu. Pour toute partie technique, je vous invite vraiment à cette semaine vous rapprocher de votre organisme de gestion agréé qui vous a invité pour lui poser ben, toutes les questions. Ils ont des gens qu'ils ont formés en interne de façon à pouvoir vous accompagner sur cette partie-là. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.